Salut tout le monde, je suis Ezra. Laissez-moi vous présenter Eddie. Eddie est mon ex-petite amie. J'étais fou amoureux d'elle, mais malheureusement, elle m'a laissé tomber. Laissez-moi vous raconter toute l'histoire depuis le début. J'ai commencé à aller à mon école actuelle l'an dernier. Eddie faisait partie de l'équipe de natation. Je l'ai vue la première fois lors d'une compétition de natation intercollège. C'était la plus belle fille de toute l'équipe. C'est ce jour-là que j'ai eu le coup de foudre pour cette fille. Chaque matin en me réveillant, je me disais que j'allais revoir Eddie aujourd'hui. Aussi, je passais beaucoup de temps dans la salle de bain. Avant, je ne me souciais pas de mes vêtements. Mais depuis, je réfléchissais à ce que j'allais porter chaque jour. Même issu de la classe moyenne, je possédais beaucoup de vêtements. Tout ça grâce au super patron de mon père. Mon père est chauffeur particulier. Son patron, Monsieur Kit, avait un fils qui avait 2 ans de plus que moi. Il aimait les sports extrêmes. Malheureusement, il a eu un grave accident d'escalade et il est décédé. Monsieur Kit avait perdu sa femme quelques années avant. Tout ça l'a rendu extrêmement dépressif. À cette époque, Monsieur Kit m'invitait chez lui assez souvent. Nous avions de longues conversations. Lorsqu'il eut surmonté sa dépression, il dit « Ezra, votre manière de penser me rappelle tellement mon fils. C'est comme si je lui parlais. Ça fait du bien de passer du temps avec vous. Je souhaite vous offrir une bourse pour vos études. Après vos études, vous pourrez travailler dans ma société. » J'étais très heureux d'entendre cela. Monsieur Kit a poursuivi. « Je n'ai qu'une seule faveur à vous demander. Puis-je envoyer les vêtements de mon fils chez vous? Je vous demanderai de porter ces vêtements lorsque vous viendrez me voir. Je serais très heureux si vous pouviez faire cela pour moi. » J'acceptais avec joie. C'est pourquoi j'ai beaucoup de vêtements. Je me souciais seulement de ce que je portais quand j'allais chez Monsieur Kit. Mais à présent, le matin, je me préparais pour mon amoureuse, Eddie. Mon père me déposait à l'école tous les matins. Puis, il passait prendre Monsieur Kit et l'emmenait à son bureau. Quand mon père a remarqué que je m'habillais différemment, il s'est moqué de moi. Il disait « Fiston, on dirait que tu possèdes cette voiture. Ne sois pas surpris si je t'appelle Monsieur Ezra. » Je répondais « Papa, s'il te plaît, ne te moque pas. » Et il répondait « Je ne blague pas. Tu es très élégant dans ces vêtements. » Bien que je quittais la maison chaque jour en pensant me présenter à Eddie, je ne pouvais m'y résoudre. Et je commençais à perdre espoir. Puis la chance m'a souri. Quand je m'y attendais le moins, je prenais mon repas à la cafétéria. Quelqu'un est venu à ma table et a dit « Cette place est prise ?» Lorsque j'ai regardé, c'était Eddie. Elle m'a surprise et j'ai déclaré « Non, elle n'est pas du tout prise. » Eddie s'est assise en souriant. Elle a tendu la main et a dit « Je suis Eddie. Je voulais dire « Je sais et je t'aime et j'aime ton prénom aussi. » Mais bien sûr, je n'ai pas pu. J'ai tendu la main et j'ai dit « Je suis Ezra. » Je n'ai pas pu détacher mon regard d'Eddie. Elle était encore plus jolie de près. J'étais très heureux à présent qu'elle soit au courant que j'existe. Au déjeuner suivant, j'ai cherché Eddie, mais en vain. Alors que je quittais la cantine pour aller en cours, j'ai entendu sa voix. « Ezra !» Je me tournai pour regarder. Elle se tenait juste devant moi. Avant que je puisse parler, elle dit « Je rentre juste de l'entraînement de natation. Viens, on fait un TikTok. » Je ne savais pas qu'elle avait un compte TikTok. On a fait un truc idiot. Et on l'a téléchargé sur nos 2 comptes. Bien sûr, on a commencé à se suivre mutuellement. Ce soir-là, on s'est envoyé plein d'SMS. Lorsque je suis allé au lit, j'ai dû me pincer très fort, tellement je craignais que ce ne soit qu'un beau rêve. Cette douleur intense était bien la preuve que je ne rêvais pas. Je m'endormis souriant et heureux. Le matin, mon père me déposa de nouveau à l'école. Juste après, je tombais sur Eddie. Je faisais tout le tour de l'école juste pour essayer de l'apercevoir. Mais là, elle est apparue juste devant mes yeux. Nous sommes allés à l'école en bavardant. En fait, c'était elle qui faisait la conversation, parce que j'étais si nerveux que je n'arrivais pas à dire quoi que ce soit. Eddie et moi, on se voyait lors de chaque pause. Je ne pouvais même pas concevoir qu'une fille comme elle puisse vaguement aimer quelqu'un comme moi. C'est pour ça que je pensais qu'elle me voyait comme un ami. Comme confié par la suite, elle avait vraiment attendu que je l'invite à sortir. Quand elle a compris que je n'allais pas agir dans ce sens, elle a décidé d'agir. Bien sûr, je n'y avais même pas songé à l'époque. Aussi, j'ai été très surpris quand un samedi soir, elle m'a écrit un SMS. « Est-ce que tu veux sortir ce soir ?» On s'est vu dans un café près de chez elle. Avant la fin de la journée, on sortait ensemble. J'étais si heureux que ça m'a empêché de dormir. Je ne fais pas partie de ceux qui aiment sortir le soir. Tant que j'irai à l'école, je me consacrerai à mes études. Il semble qu'Eddie était tout le contraire de moi. Le jeudi, elle m'a envoyé un SMS sur un restaurant. Elle m'a écrit qu'elle voulait y aller pour un dîner demain. J'en ai entendu du bien. Ça ne me disait rien, mais j'étais amoureux de cette fille. Je devais dire oui.
Mais il y avait un problème. Le restaurant avait l'air super chic. Je pensais qu'il était sûrement très cher. Quand j'ai vu le menu en ligne, je n'en ai pas cru mes yeux. C'était beaucoup plus cher que ce que je pensais. Je devais économiser pendant au moins 1 an pour pouvoir m'offrir un endroit comme ça. Eddie ne le montrait pas vraiment, mais il semblait que sa famille était très riche et avait l'habitude d'aller dans des endroits pareils. Le lendemain à l'école, Eddie demanda « Alors, que penses-tu du restaurant ? Je suis ce lieu sur Instagram. C'est fréquenté par les célébrités. » Je dis tout penaud « Je suis mal à l'aise dans de tels endroits. Et si nous allions dans ce café, près de chez toi ?» Eddie était déçu. « Sérieux, mais je voulais vraiment aller là-bas. Je ne suis jamais allé dans un restaurant huppé. Je ne mérite pas d'y aller ?» dit-elle, en me dévisageant. J'étais confus. Eddie pensait que normalement, elle ne pouvait pas aller dans ce genre d'endroit. Mais en même temps, elle pensait que je pouvais me permettre de l'emmener là-bas. Alors j'ai dit « Chérie, cela me gêne de te le dire. Mais je pense que manger dans un restaurant huppé coûterait autant que ce que mon père gagne par mois. Je ne peux pas me le permettre. » Eddie devint furieuse et hurla « Erza, ta famille est très riche. Pourquoi tu mens ?» Alors j'ai dit « Qu'est-ce qui te fait croire ça ?» Elle dit « Parce que tu as un chauffeur qui te dépose à l'école chaque jour. Parce que ta voiture coûte une fortune. Parce que tu n'as que des vêtements de marque. Tu crois que je ne peux pas dire que ta famille est aisée ?» Je répondis « Mon père est chauffeur particulier. La voiture que tu as vue est à son patron. Les vêtements que je porte appartenaient au fils de ce patron. C'est en fait une histoire très triste. Je te la raconterai un jour. » Eddie s'est mise à pleurer et soudain elle a crié « Tu m'as menti !» Alors j'ai dit « Chérie, tu as tout faux. » Elle répondit « Ne m'appelle pas chérie !» et s'enfuit. À cet instant, tout est devenu clair pour moi. Eddie avait pensé que j'étais riche. Elle est devenue ma petite amie croyant qu'elle pouvait vivre avec moi une vie de rêve. Je me sentais vraiment humilié. L'amour de ma vie était en fait une croqueuse de diamants et ne ressentais nul besoin de le cacher. Pendant plusieurs jours, j'étais effondré. Je pensais à Eddie à chaque instant. Puis j'ai pensé que ce n'était pas la bonne façon d'aborder les choses. Au lieu d'être triste, je devais en tirer des leçons. Je suis tombé amoureux d'elle car elle était belle. Mais, comme je l'ai appris, il ne faut pas se fier aux apparences. Et je me suis senti mieux en pensant comme ça. Le chagrin qui m'empêchait de dormir la nuit a disparu assez vite. Un jour, mon père a dit « Mon patron nous invite chez lui. Il a dit qu'il avait une chose importante à dire. » Nous sommes allés ce soir-là. Monsieur Kit est une personne merveilleuse. Nous avons passé un moment fantastique, comme toujours. Puis, un homme est entré dans la pièce. Monsieur Kit a dit « Laissez-moi vous présenter à mon avocat, Monsieur Turner. Il est avec nous ce jour pour une affaire très importante. » L'avocat a sorti un document et a commencé à lire. Nous n'en croyions pas nos oreilles. Ma maman ne pouvait pas s'empêcher de pleurer. Le document était le testament de Monsieur Kit. Comme il n'avait pas de famille, il avait décidé de donner la moitié de sa fortune à des associations caritatives et le reste à moi. Je devins incroyablement riche ce soir-là. Monsieur Kit rétorqua. C'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Oui, j'ai perdu un fils, mais à présent, j'ai un fils honoraire. Et il m'a fait un câlin. J'allais recevoir un héritage plus tard, mais Monsieur Kit voulait que nous puissions avoir une meilleure vie tout de suite. Nous avons emménagé chez lui. J'ai commencé à aller à l'école privée. À présent, je vivais vraiment la vie dont Eddie avait rêvé. Elle ne savait rien de tout cela, car nous ne parlions plus. Un jour, Monsieur Kit m'appela dans son bureau. Il dit « Ma société a parrainé un concours. Je suis censé remettre les médailles aux vainqueurs. Et je suis sûr que ce sont tous des jeunes comme vous. Aimeriez-vous me représenter ?» J'étais très enthousiaste. Une demi-heure plus tard, mon père et moi étions sur place. Vous avez deviné? C'était une compétition de natation, et Eddie était sûrement là. La remise des prix avait commencé lorsque je suis arrivé. Le présentateur dit « Notre parrain va remettre les médailles aux vainqueurs. » Je me dirigeais vite vers eux. À côté du présentateur se trouvait le podium des 3 premiers. Lorsque j'ai vu qu'Eddie était l'un d'eux, mes genoux se mirent à trembler. Il se trouva qu'elle obtint la 2e place. Elle fut visiblement surprise de me voir. Je remis d'abord la médaille d'or au vainqueur. Puis, je me tins devant Eddie. Je souriais, en lui accrochant la médaille d'argent au cou. « Félicitations », déclarai-je. Eddie ne disait rien, parce qu'elle était complètement abasourdie. Ce soir-là, je reçus le message que j'attendais. « Alors, quoi de neuf ?» Je n'ai pas répondu parce que je ne savais pas quoi répondre. Ensuite, Eddie a écrit « J'ai toujours su que tu me mentais. » Cela m'a contrarié. Je répondis « Je ne t'ai jamais dit de mensonge sur ma vie. Je n'étais pas vraiment riche quand on était ensemble. Puis, une chose étonnante est arrivée. » Eddie répondit qu'elle ne comprenait rien, mais qu'elle ne voulait pas en faire tout un plat. « Tu m'as tellement manqué.
Je suis sûr que je t'ai manqué aussi. Bien sûr, je n'ai pas répondu. Elle a dû savoir à quoi s'en tenir car elle n'a jamais essayé de reprendre contact avec moi. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous aimez mon histoire, n'oubliez pas de liker cette vidéo. À bientôt. Salut tout le monde, je m'appelle Arthur. J'ai 15 ans. J'ai de très sérieux problèmes avec mes parents. Un père peut-il être jaloux de son propre fils? Mon père est jaloux de moi parce qu'en seulement 4 mois, j'ai gagné autant d'argent que lui en 10 ans. Et je gagne encore plus maintenant. Et qu'en est-il d'une mère? La mienne est jalouse de moi car, même si elle a essayé de m'empêcher, j'ai quand même réussi à devenir riche. Tout a commencé quand mon professeur de maths a fait une annonce. Je vous vois jouer aux jeux vidéo tout le temps. Je pense que vous avez assez joué. Et si vous créiez votre propre jeu auquel les autres peuvent jouer? À partir du mois prochain, je vais donner un cours de codage de jeux mobiles au Coding Club. Tous ceux qui s'inscriront auront créé un jeu à la fin du cours. Vous pourriez penser que j'ai immédiatement sauté sur l'idée. Mais ce n'était pas le cas, car je dois admettre qu'à l'époque, quand quelqu'un disait « codeur », je ne pensais qu'à un geek avec des lunettes épaisses, sans amis et tout ça. Mais cette fille, sur qui j'avais un crush, Olivia, a dit « c'est une idée géniale, je vais m'inscrire ». Et j'ai pensé que je me trompais peut-être sur les codeurs. Si Olivia suivait le cours de codage, je le suivrais aussi, car je cherchais depuis des mois une occasion de lui demander de sortir avec moi. Le cours serait un bon moyen de passer plus de temps avec elle. Ce soir-là, à la maison, j'ai parlé du cours à mes parents, j'ai dit « mon ordinateur est vraiment lent. Si on peut en avoir un nouveau, je pourrais coder de n'importe où. » Mais mon père m'a dit « tu vas écrire du code ? Fiston, ne te méprends pas, mais le codage, c'est pour les gens intelligents. Ne perds pas ton temps. » Ce qui m'a vraiment énervé. « Papa, qu'est-ce que tu veux dire ?» Je lui ai crié dessus. Et ma mère m'a dit « Arthur, n'élève pas la voix. Tu crois que l'argent pousse sur les arbres ? Ne t'attends pas à ce qu'on gaspille de l'argent pour des choses ridicules comme ça. » Elle était du côté de mon père sur ce sujet. Débattre avec eux était inutile. Ils ne m'avaient jamais pris au sérieux. Comme d'habitude, j'allais devoir m'occuper de ça moi-même. Quand le cours a commencé, j'ai réalisé que créer un jeu était beaucoup plus difficile que je ne le pensais. Malgré tout, j'étais heureux de passer plus de temps avec Olivia. Je ne lui avais pas encore dit ce que je ressentais pour elle, mais on s'entendait très bien. On discutait tout le temps. Puis un jour, elle m'a dit quelque chose qui m'a vraiment blessé. J'avais rejoint la classe de codage à cause d'Olivia. Elle l'avait fait à cause de Kevin, le fondateur du Coding Club. Tout ce qu'elle voulait, c'était qu'il la remarque. J'ai été dévasté quand elle me l'a avoué, mais bien sûr, je ne pouvais rien dire. Un jour en classe, notre professeur de maths a dit « J'ai une idée qui, je pense, va vous motiver. À la fin du cours, nous organiserons un concours pour le meilleur jeu. Tous vos camarades de classe voteront pour leur jeu préféré. La personne dont le jeu aura obtenu le plus de votes recevra un prix. » Kevin a dit « Je fais du code depuis que j'ai 8 ans. J'ai déjà développé 3 jeux. Ce ne sera pas juste pour les autres si je participe aussi. » Mais Olivia n'était pas de cet avis. « Kevin, s'il te plaît, tu dois participer ou toute l'école va se moquer de nous. Au moins, un bon jeu devrait sortir de ce cours. » Kevin l'a regardé et a dit « Dans ce cas, je suis partant, mais seulement parce qu'Olivia veut que je le fasse. » Et Olivia a rougi. Kevin et Olivia flirtaient juste devant mes yeux. Je regardais, comme si c'était un feuilleton. Soudain, j'ai eu une idée. Olivia serait-elle impressionnée si c'était moi qui créais le meilleur jeu? Peut-être que, comme mon père, elle pensait que les codeurs étaient intelligents. Et c'est pour ça qu'elle avait un crush sur Kevin. J'allais me lancer. Je n'avais rien à perdre, et si je gagnais le concours, peut-être qu'Olivia m'aimerait. Bien sûr, il fallait d'abord que je trouve une bonne idée de jeu. Olivia adorait les personnages japonais kawaii. Elle portait toujours des vêtements avec des chats ou des lapins kawaii dessus. Si je construisais un jeu avec ces personnages, j'étais sûr qu'elle l'adorerait. Après avoir pris cette décision, j'ai commencé à travailler, jour et nuit. Un soir, je cherchais quelque chose à manger dans le frigo, mais j'ai accidentellement fait tomber une bouteille de lait. Le bruit a réveillé mon père. Je suis retourné dans ma chambre pour continuer à travailler. Quand il est entré, il s'est mis à crier. Il m'a demandé ce que je faisais encore debout à cette heure-là. Quand je lui ai dit que je travaillais sur mon jeu, il m'a dit « Alors tu gaspilles de l'électricité » et a débranché l'ordinateur. J'ai été dévasté car des heures de travail venaient de simplement disparaître. Quand mon père a éteint l'ordinateur, le code que j'avais écrit ce jour-là était perdu. Mais je ne pouvais rien faire puisque chez nous, mes parents étaient responsables. Ils pensaient avoir le contrôle sur tout ce que je faisais dans la maison. Après cet incident, mes parents ont commencé à me harceler. Dès qu'ils me voyaient coder, ils essayaient de faire quelque chose pour m'en empêcher. Ça les énervait, alors qu'ils auraient dû être fiers. Je n'avais pas d'autre choix que de travailler dans la salle d'informatique, après les cours. Un jour, Kevin est venu me voir. Quand il a vu les personnages kawaii à l'écran, il a dit « Je suis le meilleur de la classe, et il semble que tu sois le pire.
Est-ce que tu fais un jeu pour les bébés? Il se moquait de moi. Même si j'ai essayé d'avoir l'air cool, j'étais inquiet de ce qu'il avait dit. J'aime mon jeu, mais je ne l'ai jamais montré à personne d'autre. Peut-être qu'il n'est pas aussi bon que je le pense, me suis-je dit. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'étais tellement triste. Arrivé à la fin du cours, notre professeur de maths nous a dit « Nous allons télécharger tous vos jeux sur les App Store. Ensuite, nous annoncerons le concours à l'école. Vos amis pourront télécharger et jouer au jeu, et voter pour leurs favoris. » J'avais fait de mon mieux, mais je n'avais pas confiance en mon jeu. Je pensais que personne ne l'aimerait. J'étais sûr que Kevin avait développé un très bon jeu. Il était devenu encore plus populaire qu'il ne l'était déjà, et tout le monde se moquait de moi comme toujours. Nos jeux étaient censés sortir dans les App Store le jour suivant. Ce soir-là, je n'arrivais pas à m'endormir. Je me suis dit, j'aurais préféré ne jamais m'impliquer dans tout ça. J'ai dû m'endormir peu avant le lever du soleil. Quand je me suis réveillé, il était plus de 13 heures. J'avais éteint mon téléphone. Quand je l'ai rallumé, les SMS ont commencé à affluer. J'étais inondé de messages et mes amis me félicitaient. Les filles adoraient mes personnages kawaii. Le gagnant n'avait pas encore été annoncé, mais à en juger par les SMS, tout le monde était sûr que j'allais gagner. J'ai pensé au jeu de Kevin. Je l'ai téléchargé immédiatement. Il avait fait un jeu de plateforme. Il n'était pas mauvais, mais il était médiocre. Il y avait des milliers de jeux comme celui-ci. Il n'avait rien de spécial, et je m'ennuyais au bout de 5 minutes. Le jeu de Kevin était une énorme déception. Et, pour être honnête, ça me faisait plaisir. Je suis arrivé à l'école 1 heure plus tard. Quand j'ai passé la porte, j'ai été accueilli comme une rockstar. La meilleure partie a été qu'Olivier a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. « Tu as téléchargé le jeu de Kevin ?» J'en attendais plus de lui. Personne n'a aimé le sien, m'a-t-elle dit. Ce n'était pas compliqué de deviner le vainqueur du duel Kevin contre Arthur. Bien sûr, c'était important pour moi de gagner le concours de l'école. Mais la plus grande surprise a été que le lendemain, mon jeu était devenu l'une des applications les plus téléchargées. Une semaine plus tard, je me suis connecté à mon compte de l'App Store et je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu combien d'argent j'avais gagné. Si ça continuait, je serais très riche. Et c'est ce qui s'est passé. En ce moment, j'ai pas mal d'argent sur mon compte Bitcoin. Alors, devinez quelle est la première chose que j'ai achetée et pour qui? Si vous pensiez que c'était pour Olivia, vous vous êtes trompé. J'ai acheté une très belle voiture de sport pour mon prof de maths. Je lui donne aussi 20% de mes bénéfices. Il mérite tout ça parce que les meilleures choses dans ma vie sont le résultat du cours qu'il a commencé. Le jour où j'ai gagné le concours, j'ai raconté à mes parents ce qui s'était passé. Comme vous le savez, on ne s'entendait pas bien depuis un certain temps. J'ai dû même me battre avec eux pour pouvoir finir mon jeu. Ils n'ont jamais cru en moi, mais ils étaient toujours ma famille. Je voulais partager mon bonheur. On était à table. Je parlais avec enthousiasme des messages que j'avais reçus au réveil, du fait que tout le monde m'avait félicité en arrivant à l'école, et que mon jeu était devenu super populaire. Ils ont continué à manger sans même prendre la peine de répondre. Finalement, mon père a dit « Ok, donc maintenant cette histoire de jeu est terminée? Je pense qu'on a assez entendu ces foutaises. » Je n'en revenais pas. « Non papa, ce n'est pas fini, ce n'est que le début. » ai-je crié en quittant la cuisine pour aller dans ma chambre. Ce soir-là, ce n'était que le premier jour, alors je n'avais aucune idée du succès mondial de mon jeu, ou du fait que j'allais gagner beaucoup plus d'argent que je ne pouvais l'imaginer. Comme je ne savais pas ces choses-là, ma famille ne les savait pas non plus. Je leur avais juste raconté ce qui s'était passé à l'école. Mais malheureusement, ils m'avaient déçu. Dans les jours qui ont suivi, j'ai découvert que j'étais riche, mais je n'ai rien dit à mes parents. Quand la voiture de sport offerte à mon prof a été diffusée sur les réseaux sociaux, ma mère l'a découvert. Ils sont venus dans ma chambre. « Qu'est-ce que c'est que tout cet argent? Tu as gagné de l'argent avec ce jeu? Pourquoi tu nous en as pas parlé ?» ont-ils demandé. « Oui, j'ai gagné beaucoup d'argent, et j'en gagne encore beaucoup. Je ne vous l'ai pas dit car je pensais que puisque vous n'étiez pas intéressé par mon jeu, vous ne seriez pas intéressé par l'argent qu'il rapporte non plus. » Ils étaient tous les deux très énervés. Quand mon père a dit « Arthur, nous sommes ta famille. Tu es jeune, tu ne peux pas ouvrir un compte en banque, tu dois nous donner cet argent. » Je lui ai dit « J'achète du Bitcoin avec l'argent que je gagne, alors ne t'inquiète pas, j'en ai encore plus maintenant sans lever le petit doigt. » Des mois sont passés depuis cette conversation. Je n'ai pas donné un seul centime à ma famille. Ils n'arrêtent pas de m'embêter à ce sujet. Ils sont vraiment jaloux parce qu'en quelques mois, j'ai gagné plus d'argent que mon père n'en a gagné en travaillant pendant des années. Mais je suis toujours à la fois en colère et triste. Tout aurait pu être différent si seulement ils avaient été heureux pour moi le premier jour. Je ne peux pas leur pardonner. Je ne peux pas oublier comment ils ont agi ce jour-là. Hier soir, j'ai surpris mon père en train de regarder mon compte Instagram. Il agrandissait et regardait attentivement les photos que j'avais postées. Ça se voyait qu'il était super jaloux à la façon dont il les regardait. J'ai appelé Olivia et je lui en ai parlé. Elle a ri et m'a dit « Bébé, je pense que tu exagères. C'est ta famille. »
J'ai répondu « Non chérie, je n'exagère pas, et je vais continuer à faire ce que je fais. » Bonjour à tous, je m'appelle Béatrice. Si vous me demandez quel est mon souvenir d'enfance le plus fort, je vous dirai les disputes sans fin de mes parents. Ils se hurlaient dessus tout le temps. Même quand j'étais encore petite, je voyais bien qu'ils se détestaient. Finalement, ils ont décidé de divorcer. Et même si je n'avais que 7 ans, je fus très heureuse de l'apprendre. Je me rappelle d'un truc drôle. Étant habituée à leurs disputes, lorsque maman m'a dit « Béatrice, ton père ne va plus vivre avec nous », je lui ai demandé « Donc, vous allez vous disputer au téléphone ?» Même après le divorce, ils devaient encore se parler, à cause de moi. Mon père m'aimait beaucoup. Il passait me prendre chaque samedi matin et me ramenait le dimanche soir. Ma maman avait arrêté de travailler quand elle m'a eue. Après le divorce, elle a cherché du travail, mais en vain. Donc, on a dû compter sur l'argent de mon père. Mon père m'aimait vraiment. Il composait de la musique pour des pubs. J'aimais beaucoup la musique et parfois, il m'emmenait au concert de ses amis. C'est à l'un de ces concerts que j'ai vu un ukulélé pour la première fois. C'était si petit que j'ai cru qu'il s'agissait d'une guitare pour enfants. J'ai demandé « Papa, pourrais-tu m'acheter une guitare Kitty ?» Mon père a éclaté de rire. Il m'a offert un ukulélé après le concert. Mon père savait jouer de nombreux instruments. Il se mit à m'apprendre à jouer du ukulélé. À cette époque, ma mère a eu un nouveau copain. Ce gars logeait souvent chez nous, et je ne sais pas pourquoi, mais elle voulait que je l'appelle papa. Ce week-end-là, j'en ai parlé à mon père. Il s'est mis en colère. Et il appela ma mère. Il dit « Pourquoi obliges-tu Béatrice à appeler quelqu'un qu'elle ne connaît pas papa ? Si cet homme revient encore chez toi, je garde Béatrice avec moi. » Une énorme dispute éclata au téléphone. Quand mon père me déposa à la maison le dimanche, elle dit « Ne t'avise pas de me menacer encore une fois, ou c'est la dernière fois que tu vois Béatrice. » Après ça, il y eut une dispute encore plus violente. Papa vint dans ma chambre avant de partir. Il avait un portable qu'il n'utilisait que pour le travail. Il me le donna. Il dit « Chérie, si cet homme revient encore ici, appelle-moi. » Puis il m'embrassa et partit. D'habitude, mon père m'appelait chaque soir. Le soir suivant, il n'a pas appelé, donc je l'ai appelé. Son téléphone sonnait, mais il ne répondait pas. Je l'ai rappelé le jour suivant. Cette fois, son téléphone était éteint. J'en ai parlé à ma mère car j'étais inquiète, mais elle s'en fichait. Elle s'énerva lorsqu'elle découvrit que mon père m'avait donné un portable et le prit. Ce samedi-là, je me suis levée tôt comme tous les samedis et attendis que mon père arrive. Il ne m'avait pas appelé de toute la semaine, mais j'étais sûre qu'il viendrait. Mais il ne vint pas. Nous avons attendu midi. Ma mère s'inquiétait aussi. Son portable est éteint, je vais passer chez lui. Et elle partit. Quand elle revint, elle dit « J'ai sonné, mais personne n'a ouvert la porte. » Hélas, après ce jour-là, nous n'avons plus entendu parler de lui. Si quelque chose d'horrible lui était arrivé, nous l'aurions appris. On aurait dit qu'il avait disparu exprès. Puisqu'il ne nous versait plus d'argent, ma mère se remit à chercher du travail. Par chance, elle trouva un emploi dans un supermarché. Mais l'argent qu'elle gagnait ne suffisait pas pour payer le loyer. Nous devions emménager dans une maison plus petite. Ensuite, les choses ne firent qu'empirer. Nous déménagions tout le temps. Parfois, on se faisait même expulser parce qu'on ne pouvait pas payer le loyer. Ma mère n'allait pas bien psychologiquement. Lorsqu'elle a perdu son emploi, nous avons habité chez ma tante quelque temps. Ouais, la vie était vraiment dure. Mais je ne m'en souciais pas vraiment. Tout ce qui m'inquiétait, c'était mon père. Il me manquait tellement. Certaines nuits, je m'endormais en serrant ma guitare Kitty qui me faisait penser à lui. Lorsque j'étais en 2e année, ma mère se mit à parler à un homme qu'elle avait rencontré en ligne. Mais elle ne le voyait pas souvent, car il vivait loin, dans une autre ville. Un jour, elle me dit « Brett veut qu'on vienne habiter chez lui. Qu'en dis-tu » Cela signifiait que nous devions déménager dans une autre ville et que je devais changer d'école. Mais j'ai quand même dit oui. Parce qu'après toutes ces années, il y avait quelqu'un dans la vie de ma mère, et Brett semblait être un type bien. Emménager chez Brett était la meilleure décision que nous ayons prise. Pour la première fois de ma vie, je me sentais enfin en paix. Brett était avocat et il voulait que j'étudie le droit parce qu'il pensait que je pourrais exceller dans ce domaine. Cela me parut être une excellente idée. J'ai décidé de commencer à me préparer pour la fac. Je pensais faire du bénévolat pour pouvoir le noter dans ma candidature. Via mon école, j'ai vu que je pouvais être bénévole à la soupe populaire. On m'a envoyé à une soupe populaire qui avait besoin d'aide. J'y allais 2 fois par semaine au début. En général, ce sont les sans-abri qui viennent à la soupe populaire. Et dans la ville où j'habitais, il y avait beaucoup de sans-abri. Avant, je traversais la rue pour changer de trottoir chaque fois que je voyais un sans-abri, car il sentait très mauvais. Mais le fait de travailler à la soupe populaire me fit voir les choses autrement.
Bon, ils sentent toujours mauvais, mais ce sont des êtres humains comme tout le monde. Et pour la plupart, ils n'ont pas choisi de vivre dans la rue. Au bout d'un moment, j'ai appris à les connaître. Certains étaient de véritables phénomènes. Ils me faisaient beaucoup rire. Chaque jour, j'étais impatiente d'aller travailler. Un soir, sur le chemin du refuge, je vis un homme allongé sur un banc. Il était différent des autres sans-abri que je connaissais. Il avait l'air d'aller vraiment mal. Je l'ai secoué, il m'a regardé. J'ai dit « Je peux vous conduire dans un lieu où vous pourrez manger ?» Avant qu'il pût répondre, il reposa sa tête. Il ferma les yeux. Je répétais ma phrase, mais il ne répondit pas. Je lui donnai quelques pièces et m'en allai. Le jour suivant, je revis le même homme. Cette fois-ci, il était assis. Il avait le regard vide. Je m'assis à côté de lui. Il ne me regarda pas. Je lui dis « Avez-vous faim ?» Il ne répondit pas. Je me suis levée, j'ai attrapé son bras et j'ai essayé de le tirer. « Venez avec moi. On va dans un lieu où vous pourrez manger. » lui dis-je. Il se leva sans dire un mot. Nous avons marché ensemble. J'étais habituée à l'odeur des sans-abri, mais ce gars-là dépassait tout. Et son visage était si sale qu'on ne pouvait même pas voir de quoi il avait l'air. C'était comme s'il portait un masque fait de boue avec 2 trous pour les yeux. Arrivé à la soupe populaire, je l'ai conduit à la salle de bain. « Vous devez vous laver les mains. Vous ne pouvez pas manger comme ça, » lui dis-je. Toujours aucune réaction. J'entrai avec lui. J'ouvris le robinet. Je lui savonnai les mains, puis le visage pendant un long moment. Puis je rinçai avec de l'eau. Quand je l'ai regardé, je n'en ai pas cru mes yeux. C'était mon père. « Papa !» ai-je crié et je l'ai serré dans mes bras. Il n'a pas réagi. « Papa, c'est moi, Béatrice, ta fille Béatrice !» ai-je hurlé. J'avais retrouvé mon père, mais il ne me reconnaissait pas. Il regardait juste son visage dans le miroir. Probablement parce que c'était la première fois depuis très longtemps qu'il voyait son visage. Au refuge, nous avions un bénévole nommé Mathieu. Je pensais qu'il pourrait m'aider, car il était sans abri aussi. Quand j'ai tout raconté à Mathieu, il était très surpris. Je le vois dans le coin depuis des années. Il ne parle à personne. Il a toujours été comme ça. Il a probablement des problèmes mentaux. Impossible de le ramener à la maison dans cet état. Mathieu vivait dans un bâtiment désaffecté avec d'autres personnes. Je lui ai demandé « Mon père peut-il rester un peu avec vous? Je vais chercher un moyen de l'emmener chez un médecin. » Il acquiesça. Il me promit de veiller sur mon père. Ce soir-là, en rentrant, je dis à ma mère et à Brett que j'avais retrouvé mon père. Ma mère n'en croyait pas ses oreilles. Elle dit « En es-tu sûre? C'est peut-être quelqu'un qui lui ressemble. » Je dis « J'y ai pensé aussi. C'est pour ça que je vais faire un petit test demain. » Brett dit « Je peux t'aider à trouver un médecin. » J'étais si émue que j'ai sauté dans ses bras. Je vous avais dit qu'il était très gentil. Le lendemain, je suis allée à l'endroit où vivait Mathieu. Mon père était assis dehors, le regard toujours vide. J'ai sorti mon ukulélé. Ouais, c'était ça le test. Si c'était vraiment mon père, je pensais qu'il réagirait sûrement au ukulélé. Mais il ne me regardait même pas. J'ai commencé à jouer en essayant de me souvenir des accords qu'il m'avait appris. Au bout d'un moment, il s'est penché vers moi. Il a touché le ukulélé et a dit « Guitar Kitty ». Je l'ai regardé, il m'a regardé. « Guitar Kitty », répétait-il. Je l'ai étreint et je me suis mise à pleurer. Mon père répétait « Guitar Kitty » comme s'il s'accrochait désespérément à quelque chose dont il avait du mal à se souvenir. Je pensais que mon père souffrait d'une maladie mentale, mais à l'hôpital, il s'est avéré que j'avais tort. Le médecin examina mon père minutieusement. Il fit tout un tas d'examens. Enfin, il posa un diagnostic. D'après lui, mon père souffrait d'une grave commotion cérébrale. Cela signifie un choc très violent à la tête. Il avait sûrement eu un accident de voiture. Il a donc eu ce qu'on appelle un traumatisme crânien. Si l'impact sur la tête est très grave, des dommages permanents peuvent affecter les capacités cognitives. C'est pour cela que mon père était ainsi. La commotion avait causé une sorte de déficience intellectuelle. Le pire, c'est que ça ne se soigne pas. On ne sait pas comment il est arrivé dans une autre ville. Ma théorie, c'est qu'après m'avoir quitté à l'époque, il a dû se faire renverser par une voiture. Le chauffeur a dû le mettre dans sa voiture pour l'emmener à l'hôpital, et puis a changé d'avis et l'a déposé dans un lieu où il ne serait reconnu par personne. Et c'est la ville où nous vivons. Tout ce temps, j'avais cru qu'il nous avait abandonnés, mais en fait, il vivait ici. Grâce à Brett, mon père est entré dans un centre de vie assisté. Je vais le voir chaque jour et je lui raconte tout ce qui s'est passé ces dernières années. Je ne sais pas s'il comprend tout ce que je lui dis, mais ça me fait du bien d'enfin pouvoir passer du temps avec mon père. Je joue aussi du ukulélé pour lui et il entonne à chaque fois le refrain « Guitar Kitty, Guitar Kitty ».